J'appelle Georges Vigarello. Est-il là? Oui, certainement. Alors, Georges, j'ose pas te tutoyer, mais ça fait 40 ans ou 30 ans que je le connais. Georges Vigarello, vous le connaissez, mais il est important pour nos collègues américains de le présenter. Il est professeur à l'université Paris-Descartes. Il est directeur de recherche également à l'école pratique de hautes études. Il a un séminaire et surtout il a fait un superbe dictionnaire des émotions. Et là, je viens d'entendre que l'âme était proche des émotions. Donc nous sommes dans une certaine cohérence. Et ce dictionnaire des émotions, tel qu'il a été fait avec Courtine et un autre collègue, n'est-ce pas? Alain Corbin. Et donc, m'ont fait, en définitive, dire il faut absolument que Georges soit là. Voilà, donc je te remercie. Merci infiniment, c'est un depuis plaisir. tout ce temps, un grand plaisir. C'est un Merci beaucoup. On plaisir. peut l'applaudir. Merci beaucoup. C'est un plaisir de parler devant vous. Je suis très sensible à l'invitation de Christian Hervé, dont je connais depuis des années le travail extrêmement important et la passion sur des sujets qui me paraissent décisifs dans la culture d'aujourd'hui, qui mettent évidemment en jeu des dimensions très fondamentales de notre culture, la médecine, la morale, etc. Donc j'ai un grand respect et une grande admiration pour ce travail. Je suis très impressionné, je vous le dis tout de suite, par les propos qui ont été tenus précédemment. Et j'ai l'impression de tomber dans une certaine mesure dans des propos plus prosaïques. Je les assume, je ne les regrette pas. Mais indiscutablement, je vais sans doute poser des questions qui me paraissent relever de défis face à nos propres comportements. Merci par avance. Alors, c'est vrai que quand on m'a proposé ce sujet, c'est-à-dire au fond le sens, vous vous rendez compte, le sens d'une politique du corps, j'étais assez enthousiaste, je ne le cache pas. Et puis quand j'ai commencé à réfléchir un peu à ce sujet, j'étais pris d'une totale panique. Totale panique qui s'explique par les quelques questions que je vais évoquer de façon extrêmement brève. La question posée sous cette forme implique que nous répondions à toutes les questions, les problèmes suivants, de la gestion de la sécurité sociale aux avis du Conseil national d'éthique, de la sécurité routière à l'accueil des migrants, de la gestion de l'hôpital à la suite des EHPAD qui étaient évoqués tout à l'heure, des pratiques de prévention aux pratiques de soins. Tout ça, ça concerne les politiques du corps, vous en doutez bien, hein. Des pratiques pédagogiques aux pratiques esthétiques, des responsabilités publiques aux initiatives individuelles. Donc face à cet ensemble de questions, je ne vous cache pas, j'ai été pris de panique. Alors cela dit, je vais essayer d'organiser mon propos, je vais assumer évidemment la panique. Bon, je vais essayer d'organiser mon propos en 3 temps. D'une part, je pense qu'il faut évoquer un certain nombre de préalables sur la notion même de corps. Je suis très sensible à ce qui a été dit tout à l'heure. Je peux partager cette idée de considérer qu'il y a une forme d'unité, corps, esprit, âme. Bon, très bien. Mais ce n'est pas du tout sur un plan métaphysique que je vais me situer. C'est sur le plan de nos comportements. Donc il y a un certain nombre de préalables à faire sur qu'est-ce qu'on entend par corps. La deuxième partie de mon propos, c'est plutôt de me poser des questions de type historique. Qu'est-ce que notre corps est devenu à travers notre propre culture? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et la troisième question, évidemment, c'est une fois que ce corps est devenu sous cette forme X, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire? Vous voyez, quelles sont nos responsabilités? Voilà comment je vais essayer d'organiser mon propos. Alors, concernant ce préalable, c'est vrai que, personnellement, j'ai tendance à penser qu'on ne peut pas se comporter sans avoir, je peux pas me comporter devant vous, sans avoir une représentation du corps. C'est-à-dire que je suis totalement incarné dans quelque chose qui est de l'ordre de la façon dont j'existe, mais je ne peux pas ne pas exister sur un mode qui représente effectivement mon propre corps et la façon dont j'en ai une idée, dont j'en ai une sensibilité, dont j'en ai une dynamique. C'est impossible. Donc personnellement, je pars de là. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question métaphysique. Je ne me dis pas, il y a une âme et il y a un corps. À la limite, pourquoi pas? Laissons tous ceux qui considèrent qu'il faut faire ce type de distinction, laissons-les faire. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais je pars du principe que nous ne pouvons pas nous comporter sans avoir une image du corps, sans avoir une représentation du corps. Et ça entraîne évidemment la question de qu'est-ce que c'est que cette représentation. Donc je vais évidemment tenter, plus ou moins difficilement, mais néanmoins, tenter de répondre à ce type de questions.
Deuxième problème préalable, une fois que je dis finalement que mon corps c'est la façon dont je me représente et dont j'agis, une fois que j'ai dit ça, évidemment, politique du corps, ça renvoie à quelque chose qui peut être complètement kaléidoscopique, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire ça renvoie à des problèmes qui concernent l'éducation, qui concernent la médecine, qui concernent la morale, qui concernent la représentation publique, qui concernent la façon dont j'expose devant vous. Vous voyez, c'est infini. Bon. Eh bien, je vais essayer de ramasser quelques données, quelques repères, quelques dynamiques qui me paraissent assez fondamentaux et que je vais exposer dans ma deuxième partie sur le mode historique. Ma troisième sera qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, sur le mode historique, moi j'ai vraiment le sentiment, je peux me tromper, et je renvoie, je suis très sensible au fait que Christian Hervé ait évoqué le travail que nous avons fait sur l'histoire des émotions, je renvoie à l'histoire des émotions, je reviens à ma phrase, sur le plan historique, j'ai l'impression qu'il y a quand même 3 transformations fondamentales quant à la façon dont on se représente le corps. Il y a 3 transformations, il peut y en avoir plus, certains peuvent ne pas être d'accord avec moi, je le comprendrai parfaitement, mais personnellement je vois 3 transformations. La première, on n'y pense pas beaucoup, mais elle a un poids fabuleux aujourd'hui. La première, c'est le fait que notre corps passe par un sentiment de libération, progressif, dans le temps, si vous voulez. Dans le temps, il y a quelque chose qui se défait et qui, au fond, qui s'ouvre, un peu comme l'armure, qui s'ouvre quant au phénomène du corps et sa représentation, et qui nous donne le sentiment qu'insensiblement, une liberté est acquise. Alors vous allez me dire, ah oui, et comment? Eh bien, 3 exemples rapides. Je ne suis pas obsédé par le 3, mais 3 exemples rapides. Le premier, Rousseau. Tout le monde connaît Rousseau. L'Émile, première partie. Qu'est-ce que dit Rousseau? Mais si vous voulez faire vivre vos enfants, mais enlevez les corsets, faites-les bouger, donnez-leur une certaine initiative. Fondamentale. C'est quelque chose qui a fait une rupture majeure au XVIIIe siècle et qui a des conséquences au niveau de la Révolution française d'ailleurs. Ça a des conséquences sur la façon dont les citoyens peuvent exister en considérant qu'ils assument leur propre présence et qu'ils l'assument de façon physique. Deuxième exemple, la façon, et ça renvoie à nos propres problèmes, la manière dont l'État est contraint, l'État républicain est contraint de rentrer dans l'espace privé, dans l'espace intime, dans l'espace de nos corps. Exemple très simple, la façon dont en France, il a fallu des débats considérables, mais qui ont réussi pour que on ne fasse pas travailler les enfants à l'âge de 5 ans, à l'âge de 6 ans. C'est un débat énorme qui a eu lieu dans les années 30 du 19e et qui aboutit à la loi de 1841. Ça concerne les corps, ça concerne directement les corps des enfants. Laissez-les vivre, laissez-les s'épanouir. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des enfants scoliotiques, vous allez avoir des enfants scrofuleux, etc. Donc, vous voyez, ça passe par le corps. Et puis, troisième exemple, c'est le plus, je dirais, c'est le plus évident, c'est le plus simple. Fondamentalement, la libération féminine, qui malheureusement n'est pas acquise encore aujourd'hui, c'était très bien dit tout à l'heure, en particulier par Jean Bobéro, la libération féminine passe essentiellement par des données qui sont des données physiques, qui commencent par le costume, qui commencent par le fait de s'appartenir à soi dans les fonctionnements, les désirs, les achats, pas les achats, dans la manière dont on fonctionne au niveau des enfants, dans la manière dont on peut revendiquer du plaisir, etc. C'est absolument fondamental, ça passe par le corps. Donc vous voyez, ces 3 exemples, il pourrait y en avoir bien plus, ces 3 exemples sont au cœur d'une manière qui montre que, insensiblement, dans notre propre culture, il y a des phénomènes de libération qui sont installés, des phénomènes d'appartenance, des phénomènes d'autonomisation qui se sont installés et qui sont présents aujourd'hui et à l'égard desquels nous avons une responsabilité. Deuxième problème concernant ce parcours historique que je voudrais faire, évidemment, pas trop m'appesantir, mais deuxième problème concernant ce parcours historique, il n'y a pas seulement un phénomène de libération individuelle, si vous voulez. Il y a un phénomène d'accroissement progressif. C'est lié au premier, mais c'est en même temps particulier. Il y a un phénomène d'accroissement progressif de l'individualisation. Autrement dit, les individus, avec le temps, dans la société occidentale, bien sûr, avec le temps, les individus se sont définis de plus en plus comme étant singuliers, particuliers, comme répondant à un certain nombre de données qui n'appartiennent qu'à eux et qui n'appartiennent pas aux autres. Et vous le voyez sur des exemples très simples, sur des exemples élémentaires, à travers, par exemple, dont progressivement la mise en évidence des corps est passée de plus en plus par la façon de singulariser ces corps. C'est une victoire du 19e, entre autres, des gens comme Daumier, des gens comme Granville, des gens comme Bertal, des gens comme Cham. De plus en plus, on décrit les corps avec leur propre individualité. Et de plus en plus,
les personnes ont revendiqué leur propre singularité. Je ne suis pas pareil à tel autre. J'ai mes propres repères. Et je peux revendiquer, vous voyez, liberté, singularité. Je peux revendiquer mes propres repères. Je ne veux pas être long là-dessus, mais vous imaginez bien que c'est fondamental. C'est fondamental. Et en même temps, toute l'œuvre de Balzac, regardez, toute l'œuvre de Balzac, pour moi, c'est ça. 3000 personnages. Que fait Balzac? Il dit, Balzac, les années 30, 40 du 19e, il dit, sous l'Ancien Régime, on reconnaissait immédiatement quelqu'un, un noble porte l'épée, il a un type de chapeau, il porte certains types d'habits, de la dentelle, etc. On reconnaît le bourgeois pour des raisons diverses, également le costume, on reconnaît le prolétaire, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. La société démocratique, elle tend à fondre un petit peu les individus. Et moi, quand je dis ça à mes étudiants, ils ne me croient pas, mais quand vous regardez dans le métro, vous avez du mal à savoir exactement quelle est la profession de chacun. Voyez ? Bon, aujourd'hui, c'est encore plus accentué, je trouve. Mais Balzac, ces 3000 personnages, il les décrit comme différents. Et qu'est-ce qu'il dit? Si je les décris bien, vous allez pouvoir les reconnaître. Vous voyez, vous n'allez pas tomber dans des formes d'anonymat. Vous allez, au contraire, aiguiser les phénomènes d'individualisation. C'est la deuxième particularité. Et nous en sommes responsables. Aujourd'hui, nous avons des responsabilités à l'égard de ça, vis-à-vis de l'éducation, etc. Troisième caractéristique, à laquelle on ne songe pas, et elle me paraît encore plus importante, c'est qu'il y a, avec les décennies de la société occidentale, depuis l'Ancien Régime, je pense à la France, à l'Angleterre, à l'Allemagne, à l'Italie, etc., à l'Amérique aussi, il y a progressivement un intérêt de plus en plus serré, de plus en plus aigu, de plus en plus approfondi, de plus en plus singulier sur la manière dont on perçoit son propre corps. Moi, j'avais travaillé là-dessus, ça m'avait passionné dans les années 2010. J'avais fait un livre que j'avais intitulé « Le sentiment de soi ». C'était un travail sur est-ce que la perception du corps, c'est une perception que l'on peut inscrire dans l'histoire. Et si vous regardez avec attention les textes, vous vous rendez compte que oui. C'est-à-dire que la manière dont on parle de son corps au XVIIe, elle est relativement euphémisée, relativement superficielle par rapport à la manière dont on parle de son corps aujourd'hui. Là aussi, il y a des responsabilités. La façon dont les gens s'écoutent, si vous voulez. La manière dont ils sont sensibles au trauma. Il y a des responsabilités face à ça. Voyez ? Donc, j'en viens précisément à ma troisième partie, je ne veux pas être trop long, j'en viens à la troisième partie qui porte sur ce que l'on pourrait considérer comme étant que faire face à ça. Impossible de répondre de manière exhaustive, vous vous en doutez bien. J'ai choisi 4 thèmes et je ne les développerai évidemment pas de manière exhaustive. Mais il y a 4 thèmes que je trouve très importants, qui est le thème de la libération. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a un deuxième thème qui est le thème de la domination. Parce qu'évidemment, si les individus se libèrent, ils supportent de moins en moins la domination. Tout à fait évident. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Troisièmement, il y a évidemment le thème de la protection. C'est-à-dire qu'un État, il a des responsabilités par rapport aux questions que je viens de poser. Et qu'est-ce qu'il fait pour, par exemple, que l'enfant puisse acquérir plus d'autonomie, acquérir plus je dirais, de profondeur et de personnalité? La fameuse question de la personne. Et puis, quatrième problème, évidemment, incontournable, et un certain nombre de gens ici sont spécialistes de cette question, ils en parleraient mieux que moi, qu'est-ce qu'on fait quant à la question de l'éducation? Alors, je vais essayer rapidement d'envisager les trois questions. Moi, je pense qu'il y a un phénomène très fort, si vous voulez, de libération, d'individualisation, à l'égard desquels nos sociétés doivent absolument répondre. Et elles doivent répondre, par exemple, en favorisant fondamentalement les choix de vie. En multipliant les possibilités d'information sur quelles sont les orientations possibles, comment favoriser les voies, en faisant une pédagogie sur le fait qu'il y a des voies qui sont radicalement fermées. Vous voyez ? Évidemment, vous allez me dire, le ministère de l'Éducation nationale va me dire, mais c'est fait. Oui, sans doute. Je ne suis pas contre le ministère de l'Éducation nationale. Il ne s'agit pas du tout de jeter des brûlots au niveau des ministères. Ce n'est pas mon problème. Mais je pense qu'on peut aller infiniment plus loin en posant vraiment la question de l'individualisation. C'est-à-dire en essayant de voir comment émergent des profils, des personnes qui sont des profils singuliers. Comment on peut aider à ces phénomènes de singularisation? Alors c'est vrai que par certains côtés, nous sommes aussi aidés par le dispositif social, et c'était évoqué par quelques orateurs qui m'ont précédé. La société de consommation va, oui c'est vrai, dans le sens de la faveur donnée à l'individualisation. Quand on vous dit que vous pouvez acheter tel et tel type de gamme de voitures, bien sûr vous avez le sentiment que votre choix, en quelque sorte, et votre orientation personnelle singulière est aidée. Mais là encore, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire, très fondamental, sur la part d'illusion, la part qui n'est pas d'illusion,
la part que l'on peut favoriser dans l'individualisation de la consommation, etc. Vous voyez, la façon d'éduquer les enfants sur la consommation. Bref, troisième question, concernant ce problème de l'autonomisation de l'individualisation. Troisième question, les choix de vie. Les choix de vie. Moi, j'apprécie beaucoup le travail, évidemment, de Xavier Emmanuelli, je l'apprécie fondamentalement, mais les choix de vie. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire dans nos sociétés pour que les individus puissent choisir mieux la manière dont ils finissent leur vie. C'est absolument fondamental. C'est impossible de les soumettre à des systèmes qui, au fond, les anonymisent, qui ne tiennent pas compte de la manière dont ils s'éprouvent, de la façon dont on ne tient pas en compte s'ils veulent désirer mourir ou pas mourir. C'est une réflexion fondamentale, ça. C'est fondamental. Alors, je sais bien que le comité d'éthique, ça l'intéresse, vous voyez, mais on voit, quand on travaille sur le phénomène historique, on voit à quel point cette question du choix individuel devient pesante et fondamentale. Et c'est là que l'histoire est intéressante. C'est là qu'on ne peut pas se passer d'histoire, à mes yeux, voyez-vous. Donc, premier point, le phénomène de la libération. Premier point, toute la question de la domination. C'est évident que lorsque vous avez une situation qui autonomise les personnes, une situation qui singularise les personnes, comment voulez-vous qu'elles supportent les phénomènes de domination ? Le contremaître du 19e siècle est absolument insupportable aujourd'hui. Alors, c'est vrai que par certains côtés, les métiers se sont diffusés, diffractés, ils se sont autonomisés. On n'a plus du tout les systèmes auparavant où tout le monde est encasanier, si vous voulez, face à un contremaître épouvantable, etc. Mais néanmoins, les phénomènes de domination restent très forts. Je prends un exemple très simple. Nos sociétés sont conscientes de ça. Je prends un exemple très simple. Le problème du harcèlement. Le problème du harcèlement, il ne naît, c'est quand même étonnant, il ne naît que dans les années 80 et il aboutit à une loi en France, un peu précédée par d'autres pays, l'Allemagne en particulier, qu'en 92. Et il ne porte que sur le harcèlement sexuel. Il faut attendre les années 2000 pour qu'il y ait la notion de harcèlement moral, la notion de harcèlement au travail. Continuons de réfléchir un instant là-dessus. Vous regardez les statistiques. Je passe sur les questions du viol sur lesquelles je m'étais intéressé et où on peut dire qu'il n'y a que 10% de viols qui aboutissent à des plaintes. Je passe, je ferme la parenthèse. Vous vous rendez compte, quand vous travaillez sur le harcèlement, qu'il n'y a que 5% de harcèlement qui aboutissent à des plaintes et qui n'aboutissent évidemment pas à des condamnations. Il n'y a que, dans ces 5%, il y a un chiffre infime qui est également de l'ordre entre 5 et 10% qui aboutissent à des condamnations. Donc là, il y a un travail gigantesque à faire, vous voyez, gigantesque, pour que les gens qui se plaignent d'une domination qui est inacceptable puissent être entendus. Ça me paraît absolument fondamental. Et là encore, au fond, c'est un raisonnement qui se situe dans le fil d'une histoire, qui se comprend parfaitement lorsque vous mettez en perspective la façon dont les individus se sont autonomisés progressivement avec le temps, et donc ne supportent plus un certain nombre de données qui auparavant paraissaient totalement banales. Il y a un seuil de l'intolérable, si vous voulez, sur lequel il faut absolument réfléchir. Le harcèlement est de ce point de vue un magnifique exemple. Mais on peut continuer. De ce point de vue, il faudrait par exemple beaucoup plus qu'il y ait de médiateurs dans un certain nombre de dispositifs, dans les universités, dans les entreprises. Il y a le médiateur du monde, dans les journaux, ça existe. Je ne parle pas de choses qui n'existent pas, mais je crois qu'il faudrait pousser beaucoup plus fort pour que précisément la question de l'impact que des individus peuvent avoir sur d'autres soit une question infiniment plus affrontée et je dirais défiée véritablement. De la même façon, c'est une question très présente aujourd'hui et personnellement je m'en réjouis totalement. De la même manière, évidemment, il y a une réflexion fondamentale sur homme-femme. Homme-femme. Voyez bien que, restons un instant là-dessus quand même, restons un instant. Voyez bien que ce qui s'est produit à partir des années 50, c'est bien sûr une sorte de révolte forte et parfaitement légitime à l'égard de la domination masculine, bien entendu. Et on le voit quand on travaille sur la violence, on le voit très bien. Hein. Le procès de 78, c'est un procès central, avec Gisèle Halimi, etc. On voit ensuite évoluer avec les histoires DSK, etc. Et on voit encore aujourd'hui les problèmes de MeToo. Mais en même temps, on voit bien que ce qui est en jeu, dans certains cas, c'est une violence absolument frontale. Dans d'autres cas, ce sont des violences morales, ce sont des propos inacceptables, etc. Donc, la question, si vous voulez, de la façon dont l'univers féminin supporte de moins en moins la domination, c'est une question centrale. C'est une question centrale. Et elle entraîne, et je le regrette fondamentalement aussi, elle entraîne des résistances. Elle entraîne, par exemple, quand on avait travaillé sur les émotions, mais on avait aussi travaillé avec Jean-Jacques Courtine et Alain Corbin, on avait aussi travaillé sur une histoire de la virilité. Qu'est-ce que nous constations ?
nous constations que cette montée de l'autonomie féminine et de l'affirmation féminine entraîne des résistances, c'est ce que j'appellerais moi des conservatoires de la virilité. Par exemple, dans le monde du sport, par exemple, dans le monde de la religion, dans 1000 secteurs, il y a des conservatoires de la virilité. Ce sont contre eux qu'il faut absolument lutter. Et ce sont contre eux qu'il faut absolument s'affronter. Oui. Ça, c'est donc mon deuxième problème, qui est celui de la domination. Troisième problème, c'est celui des thèmes de la protection. Est-ce que notre État, qui malheureusement a plutôt tendance, dans un certain nombre de situations, à s'effacer, est-ce que notre État n'est pas totalement responsable de la protection qu'il doit apporter à un certain nombre de personnes? Xavier Emmanuelli en parlait très bien lorsqu'il évoquait le problème des sans-abri, le problème même à la limite des chômeurs, etc. Et on voit qu'il y a un travail de l'État. Ne l'oublions jamais. On voit qu'il y a un travail de l'État. Je citais tout à l'heure le problème du travail des enfants. L'État a considérablement travaillé pour que la loi soit appliquée et que les enfants ne puissent plus aller dans la mine à l'âge de 8 ans. Vous savez, je fais une parenthèse parce qu'elle est quand même étonnante. Les enfants vont dans la mine, pourquoi? Parce qu'il y a des trajets qu'ils peuvent effectuer mieux que les adultes, dans la mesure où les voûtes sont beaucoup trop basses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel type de torture on pouvait soumettre ce type d'enfant. Donc, je ferme ma parenthèse. Effectivement, loi de 41, qui n'est pas du tout une loi définitive, parce que nombre d'améliorations ont pu s'instaurer après, mais elle montre que l'État est entré dans l'espace familial, a combattu le père qui dit je fais travailler mes enfants parce que ça me permet de gagner un petit peu d'argent. Vous voyez, donc, l'État rentre là dans l'espace familial, et c'est absolument fondamental. De la même manière qu'il est rentré. Ça a mis beaucoup de temps, mais il est rentré en 89 du 19e sur la question de la violence parentale, en enlevant l'autorité parentale à ceux qui manifestaient une violence considérée comme insupportable à l'égard de l'enfant. La loi qui s'améliore 10 ans après, en 99, etc. Donc ne disons pas que l'État n'est pas entré, mais je pense, personnellement, l'exemple de la fessée d'ailleurs est extrêmement marrant, parce que vous savez, il y a eu une discussion autour de la fessée parentale récemment, et un député dont je tairai le nom, la question n'est pas là, vient à la radio et dit, mais après tout, pourquoi ils se mêlent de nos espaces familiaux, nous pouvons faire ce que nous voulons. Non, on ne fait pas ce qu'on veut, parce qu'il y a une autonomie qui est en jeu, vous voyez. Et je continue un instant sur cette question. Le Monde a pensé à nous d'ailleurs, le Monde a pensé en nous, puisque le Monde du week-end avait un magnifique article intitulé « L'État doit renforcer la protection des mineurs ». Donc il a pensé à nous. Vous voyez, il savait qu'on allait parler de ça aujourd'hui et il a publié l'article en question. Mais cette question est énorme parce qu'elle porte à la fois sur l'espace familial qui doit quand même, comment je pourrais vous dire, être relativement surveillé, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas la police des familles. C'est la nécessité d'autonomiser un certain nombre de personnes qui sont dans cet espace. Ce n'est pas la police des familles, contrairement à ce qu'on a pu le penser dans les années 70. Mais cette question, elle se pose à tout un ensemble de niveaux. Au niveau de la médecine, elle se pose au niveau du dopage, par exemple. Magnifique, la question du dopage. Longtemps, elle a été à la seule responsabilité des fédérations sportives qui gèrent le dopage. Mais le dopage, c'est un problème de santé publique. C'est-à-dire que le dopage n'existe qu'à partir du moment où il menace l'intégrité des personnes. Donc ça renvoie à une responsabilité étatique. Ce que les nations n'ont pas toujours bien compris d'ailleurs. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès, je le pense personnellement, à faire là-dessus, mais on peut continuer, c'est sans fin. L'écologie, le problème des voitures, le problème de la pollution, etc. Il y a une immense responsabilité étatique là-dessus, et je pense qu'elle doit incontestablement s'approfondir, s'améliorer, se nuancer, se travailler, se réfléchir, etc. Le problème de la vitesse, moi j'avais travaillé là-dessus. Prenons cet exemple très simple. Je terminerai là-dessus sur la question de l'État. Question de la vitesse. Question magnifique. Début juillet, le Premier ministre, d'une manière que personnellement, je ne vous le cache pas, j'approuve, dit sur les voies secondaires à double sens, il faut limiter la vitesse à 80 à l'heure. Pourquoi? Il le dit. La pédagogie n'est peut-être pas aussi à la hauteur de la décision. Mais pourquoi? Parce que si la vitesse monte, le risque d'accident croît. Et c'est absolument indiscutable. C'est-à-dire qu'il y a des statistiques imparables montrant qu'on peut même arriver à calculer le taux d'accident supérieur en fonction d'un kilomètre de vitesse supérieure. 81, 90. Bon. Donc c'est indiscutable. Simplement, bien entendu, ça doit s'accompagner de tout un ensemble de dispositifs que l'on a bien vu dans les contestations d'aujourd'hui, sur la différence entre une France éloignée, une France proche, l'urbain et le rural, etc. Ça doit s'accompagner d'une politique. Mais néanmoins, la décision sur la vitesse me paraît personnellement intéressante parce qu'elle renvoie à la responsabilité de l'État vis-à-vis des accidents.
vis-à-vis de la... C'est un état hygiénique, ça ne peut pas ne pas être un état hygiénique qui protège la santé, la santé des habitants. Je termine sur l'éducation. Et, au fond, tout un ensemble de thèmes que j'ai abordés peuvent se retrouver dans la question de l'éducation. La question de l'éducation, c'est éduquer les enfants à accepter les autres, et en particulier à considérer qu'il y a une égalité, et que cette domination masculin-féminin est une domination absolument inacceptable. Donc repenser, me semble-t-il, repenser l'éducation sexuelle, en fonction précisément, en mettant au cœur la question de la domination, de la différence. Je pense aussi, en ce qui concerne nos propres préoccupations d'aujourd'hui, qu'il y aurait à créer, alors ça c'est quelque chose auquel je tiens, il y aurait à créer une véritable éducation à la santé. Dans la mesure où, lorsque vous regardez la façon dont l'école fonctionne, vous voyez que l'éducation de la santé se résume à quelques interventions plurielles, hétérogènes, une séance sur l'éducation sexuelle, une séance sur l'éducation alimentaire, une séance sur l'éducation à la violence, etc. Alors que la personne évoquée au cœur de notre débat, c'est la personne qui devrait conduire la façon dont on pense sur l'éducation à la santé. Son autonomie, la façon dont elle vit son corps, la façon dont elle le ressent, etc. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment un champ, à mon avis, à créer sur l'éducation à la santé et à faire exister un espace au niveau de l'école qui, jusqu'ici, est un espace plus ou moins à trous, si vous voulez. Et puis, dernier petit, c'est pas une marotte, mais dernier petit point qui me paraît important, parce que ça renvoie précisément à des phénomènes d'autonomisation et à des phénomènes de corps ressenti. Je pense qu'il y a une éducation aux malades à faire, parce que nous sommes dans des sociétés qui sont de plus en plus, qui chronologisent de plus en plus les maladies. Et indiscutablement, le malade chronique a besoin non seulement d'être aidé par des soins, mais a besoin d'être aidé par la façon dont il comprend sa propre maladie, sa propre chronicité, et la façon dont il réagit en dehors du médecin vis-à-vis de cette maladie. Je termine sur un exemple qui peut vous paraître relativement limité, mais je termine cet exemple à la fois pour vous montrer à quel point la question posée, politique du corps, c'est une question quasiment explosée, et à quel point certaines questions qui paraissent secondaires peuvent s'avérer être des questions importantes. Voilà, j'en terminerai là-dessus. Je vous remercie à nouveau pour votre attention, et je vous redis le plaisir d'avoir parlé devant vous.